Bienvenue sur cette deuxième vidéo consacrée à une série de 4 bassins interconnectés pour une autonomie totale en eau et un cubage d'environ 10 000 m3. Bon, maintenant on va regarder comment ces bassins sont connectés entre eux, qu'est-ce qui fait quel est leur système de trop-plein, qu'est-ce qui fait qu'ils captent l'eau des bassins versants et des ruissellements, comment on la remonte, donc on va aller voir la pompe ensemble, et les systèmes de moines aussi, comme celui qu'il y a derrière moi. Voilà, donc c'est parti, c'est la deuxième et normalement la dernière vidéo sur le sujet. J'en ferai peut-être d'autres après parce que j'aimerais bien que ça se développe. Je vais aussi vous parler de la couverture de sol, parce que pour l'instant le sol est encore très à nu et il faut que ça se corrige. Et mon chien n'arrête pas de vouloir aller dans l'eau. Je vous rappelle, pour suivre mes vidéos, abonnez-vous, sinon vous n'aurez pas la notification. Je fais environ une vidéo par semaine, donc on espère 52 vidéos cette année-ci. Voilà, c'est parti. Bienvenue dans la session numéro 2 sur des étangs connectés qui fonctionnent par ruissellement, par gravité. Désolé pour l'ombre sur les yeux, mais il y a beaucoup trop de soleil. Alors, on a vu que le premier étang contenait environ même un bon 6000 m3. On a le deuxième qui est derrière moi, qui lui utilise le même principe. Il va aller récupérer donc il a un drain de débordement. C'est pas un drain de débordement, c'est un trop-plein qui va lui permettre, en cas de débordement, vraiment une forte pluie, de pouvoir se déverser dans le second étang, qui est ici. Et ce second étang a aussi un fossé de dérivation. Ce fossé de dérivation se connecte sur le bord d'une route qui est là. Donc la route, donc un fossé, on le met toujours en haut d'une route. Enfin, ça dépend du contexte. Je ne vais pas m'avancer là-dessus, c'est trop compliqué. Bon, ici, les fossés sont en haut de la route, enfin en amont de la route. Ils permettent de récolter les eaux de ruissellement et de les diriger vers le bassin intermédiaire. Ce bassin intermédiaire, on a un autre fossé qui va permettre de faire un croisement et d'arriver de telle manière à ce que les eaux de trop-plein, le bassin versant, en fait, c'est de nouveau une eau de ruissellement qui va fonctionner avec le bassin versant, et se dirige directement dans ce bassin, le remplisse et le stocke. On a le même système de ballast, c'est-à-dire que dès que l'eau déborde trop, dès qu'elle percole pas assez, qu'elle n'est plus assez dirigée, parce que la profondeur évidemment des fossés est calculée pour, si jamais il y a une trop grande saturation, la première chose que va faire l'eau, c'est aller se diriger vers ces cailloux, vers ces ballasts, de telle manière à aller plus rapidement, plus facilement vers cet étang. De manière continue, puisqu'on on a le premier étang, je le rappelle, qui se remplit en permanence grâce à la pompe solaire, donc on a 10 m3 par jour. Il y a un petit trop-plein qui est percé, vous avez vu que le trop-plein d'en haut, il est percé. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait une trop grande charge en un seul moment, au même endroit, au même moment. Et donc on a un moine, c'est un gros tuyau, avec des trous dedans qui sont pas loin de la surface, pour limiter en fait la charge en cas de trop de surplus. C'est-à-dire qu'en fait on a un écoulement continu, gentil, comme un petit pipi de robinet qui fuirait, quoi. Faut jamais laisser un moine trop rempli. Enfin, ça dépend. Je suis pas hydrologue, mais enfin bon, moi je préfère faire ce genre de truc comme ça. Je trouve ça beaucoup mieux réalisé. De ce moine, évidemment, ça, donc l'eau en trop, ou en tout cas à niveau dans le bassin du dessus, va arriver dans ce bassin-ci pour le remplir. Alors celui-ci, il est un petit peu trop bas, à mon avis, parce qu'il a eu trop d'évaporation. Parce que je pense que l'étanchéité reste correcte, mais il n'a pas assez d'eau. Il a un petit déficit hydrique qui normalement devrait être rattrapé dans le courant du printemps. C'est le même système partout en fait, hein. On a donc une arrivée qui vient par gravité d'en haut, et puis on a un trop-plein, enfin un moine qui permet à l'eau de descendre à l'étang suivant, qui permet à l'eau de descendre à l'étang suivant, etc., etc. Sachant que le dernier étang, et un petit peu l'avant-dernier, en fait, il y a une source qui alimente en permanence, en fait, c'est un petit pipi, mais qui alimente en permanence l'étang, ce qui nous permet de prendre ce surplus et le remonter dans le premier bassin. Donc c'est pas parce que la source est en bas qu'on ne sait rien faire. Alors, que dire, on a des trop pleins de débordements partout, on a des gros cailloux, on a une étanchéité. L'étanchéité, ici on est donc sur un sol qui est un sol assez argileux. Donc il y a de la marne, c'est une colle, hein, c'est vraiment c'est très lourd. Alors ça se dilate pas mal, mais pas autant qu'une bentonite par exemple, mais par contre bon, ça reste quand même largement assez pour faire le job. Et on a chaque fois des
des drains de recollement et de ruissellement entre chaque bassin en cas de perturbation trop importante, en cas de stress hydrique. Enfin de stress hydrique dans le sens où il y a trop d'eau. On a aussi une irrigation gravitaire. Alors ça c'est intéressant parce que on a, si on prend le bassin du haut, lui, il y a au fond de ce bassin, il y a un tuyau, et ce tuyau, il arrive vers une double vanne qui se trouve au milieu des champs. Cette double vanne, il y a une partie qui reste là pour la disponibilité simplement gravitaire, auquel on en a besoin, et l'autre partie qui est aspirée directement par une pompe. Cette deuxième pompe solaire qui se trouve là-bas, donc là-bas on voit le cabanon, mais c'est juste à côté. Eh bien, c'est une autre pompe solaire qui, elle, va remonter l'eau à partir du deuxième bassin. Donc on a une pompe au quatrième bassin, on a une pompe au deuxième bassin. Ça va remonter l'eau sur un système qui, lui, va permettre de l'irrigation en haut et qui donc va mettre en fait un système sous pression. Parce que pour l'instant, sur les bassins, on a un système juste gravitaire et donc on a une pression qui est aléatoire en fonction de la hauteur de la colonne d'eau sur laquelle on va chercher l'eau et la hauteur où on doit faire sortir l'eau, quoi. Enfin, on a besoin d'avoir de l'eau à disposition. Donc, forcément, c'est variable. C'est aussi variable quand vous avez une pression qui a une charge qui est variable, ce qui peut arriver aussi sur une pompe, comme la pompe qu'il y a en intermédiaire ici. Par exemple, ici on a 3 bars et demi. Si on ouvre plusieurs robinets en même temps, forcément la pression va diminuer sur tous ces robinets. En revanche, si on a une colonne d'eau qui est suffisante ou une pompe qui a une pression suffisante et qu'on met cette pression dans un seul goutte à goutte plutôt que les 130 gouttes à goutte qu'on a besoin pour un maraîchage ou pour des arbres, eh bien on va avoir une surpression. Donc on doit mettre un régulateur de pression en amont pour diminuer en fait l'apport d'eau qu'on aura, éviter que les tuyaux explosent et partent dans tous les sens. Donc voilà, il faut un peu gérer ça. Ça, un ingénieur qui s'y connaît, enfin même quand on n'est pas ingénieur, moi je sais des calculs que je sais faire. De toute façon, avec un régulateur de pression, vous avez vite un topo, vous n'avez qu'à tester vous-même, c'est pas très compliqué. Mais n'importe quel ingénieur de base un peu qui sait faire du génie civil, c'est tout à fait calculer ça assez rapidement pour autant que vous ayez la section de tuyau, la longueur, la déclivité, voilà, c'est des données dont tu auras besoin pour pouvoir travailler, quoi. Alors, vous voyez aussi que pour l'instant, les berges des étangs ne sont pas recouvertes, puisque les étangs, ils ont 1 an à peu près, à peine 1 an, et il y a eu un petit carambolage dans le programme. Donc ça, c'est quelque chose qui va être fait maintenant. Pour les recouvrir, on va utiliser aussi une technique, on va recouvrir de fourrage, de gazon, de pré-fleuri dans différentes zones, parce qu'en fait ici c'est assez à nu pour l'instant et on voudrait que ce soit propre pour le printemps, ou pour l'été surtout. Et du coup pour les étangs, on va mettre des plantes indigènes, mais on doit encore les choisir. Et on doit aussi choisir ça avec quelqu'un qui se connaît un petit peu mieux pour recréer des biotopes intéressants pour différents organismes. Et donc, il y a une technique qui est importée en fait des zones tropicales et en particulier d'Inde, qui est de rajouter une plante qui s'appelle le vétiver, qui est une plante qui sert à peu près à tout, en huile essentielle, en parfumerie forcément, ça peut servir de fourrage pour du bétail, ça peut être complètement recépé au printemps, oui c'est au printemps, ça habille le paysage quand on est encore en hiver parce que c'est une herbacée qui reste un peu gris-brun et qui donne un effet tridimensionnel, quoi, quelque chose qui permet de faire un peu du volume dans le paysage en fait, parce qu'il ne faut pas oublier l'aspect esthétique, en particulier avec un lieu pareil. C'est surtout une plante qui a un enracinement qui va entre 3 et 5 mètres avec des racines qui sont très fines, c'est pas envahissant, ça se reproduit simplement en cassant comme une consoude. Il y a des vétivers qui sont stériles, d'autres pas, donc ça se reproduit par fleurs. Mais comme une consoude, on peut casser les racines pour les reproduire très facilement. Donc en fait, on a plein de rhizomes, on les balance, et ça se reproduit facilement. Alors ces racines-là, comme elles sont très fines, elles permettent d'aller très très loin dans le sol. Ici, on a vraiment un sol qui va vraiment bénéficier de ça et accrocher totalement les berges et les zones qui sont encore laissées à nu. Et en plus, comme elles sont fines, elles vont créer beaucoup plus de systèmes, d'échange air-eau entre la surface et les profondeurs du sol, et donc on va avoir un échange qui va être beaucoup plus riche. Et de nouveau, comme elles sont plus fines et qu'elles pénètrent plus loin,
Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elles pénètrent plus loin, mais elles vont se dégrader plus facilement une fois qu'elles auront fini leur cycle, qu'elles ne serviront plus à rien. Pour les dégrader, ça risquera beaucoup moins de faire un dommage ou d'être en milieu anaérobie, comme elles sont très profondes. Voilà, donc c'est vraiment un système qui peut aller à 3 à 5 mètres, 6 mètres de réseau racinaire. Ça fonctionne bien en zone méditerranéenne aussi, même un peu plus haut, jusqu'en Bourgogne je pense. Maintenant, j'ai pas encore essayé en Belgique. Mais voilà, ça nécessite juste un arrosage de démarrage, et une fois que c'est parti, il n'y a plus vraiment de problème. Ça fait des touffes comme ça, bon. Donc du coup, là pour l'instant, on vient de voir un spécialiste du vétiver du coin. Et on va installer ça. Si jamais on a besoin de... Ça c'est un autre truc de designer que je vous conseille, c'est que quand vous ne savez pas trop quoi faire et que vous avez besoin d'agir vite, mettez quelque chose qui vous permette de travailler quand même. Une herbacée semi-fourragère, un mélange prairie fourragée, du vétiver, sachant que vous allez pouvoir le retirer ou l'aménager ou le coloniser un peu plus quand vous aurez des idées plus claires sur le type de plante que vous voulez mettre. En attendant, vous n'avez pas perdu des tonnes de sol en fait, parce que si vous avez un bassin versant comme ça de 10 hectares, c'est des tonnes et des tonnes de sol qui vont ruisseler en plus de sol qui va venir en fait du haut. Donc, bassin versant pour cet étang-ci. Alors le bassin versant, il y a encore un bassin versant pour l'étang là-bas, en bas. Donc voilà, donc, toute la zone qui est ici, en fait, tout ceci, ça va encore ajouter en fait. Donc on a combien d'hectares ici? On a 2-3 hectares encore de bassins versants. Allez voir la vidéo sur les bassins versants, sur les ruissellements d'eau que j'ai déjà fait, parce qu'en fait vous allez voir que très très vite on peut avoir des quantités d'eau qui sont assez énormes. Ici derrière moi, on a le troisième bassin qui lui est bien rempli. On le voit, hein, il est presque à ras-bord, et donc en fait on voit le moine qu'il y a derrière moi, donc il est juste là, voilà. Les moines sont toujours à côté des pontons pour permettre quand on met un grand bois dedans, eh bien, on puisse l'incliner, puisqu'en fait il y a un coude en dessous, en bas, on l'incline, et quand on l'incline, eh bien en fait on peut vider le bassin ou en tout cas diminuer son volume. On voit aussi que là-bas on a donc de nouveau un autre chemin. J'ai appelé ça peut-être un chemin de ruissellement qui descend comme ceci et qui arrive directement dans le bassin. Donc en fait, il y a plusieurs manières. Il est là-bas, juste là. Donc on a un chemin qui descend, donc c'est un chemin de circulation. Et en même temps, dans le fossé en amont, eh bien en fait, on peut faire ruisseler l'eau sans dégrader la matière organique. Ça aussi, il va falloir qu'on recouvre avec une couverture de sol pour éviter que tout le sol parte avec. Même système avec de nouveau du ballast en bas. Ici, même système. Donc on a le moine qui est troué là, qui ne part pas. Ici, il part légèrement en trop-plein. Il est juste à peu près là. On a le ponton, et puis derrière le ponton, le trop-plein de débordement. En fait, ça c'est vraiment en cas de grosse pluie. Et si je me retourne par là où je me trouve, là il y a mon chien qui marche dans l'eau évidemment, eh bien on a de nouveau, en fait vous voyez sur le côté là-bas, eh bien on a, sur le côté là-bas, on a encore un fossé qui peut permettre de faire arriver l'eau ici, qui peut lui permettre de... Parce que il y a les... c'est marrant parce que il y a les ballasts ici, ils font en sorte que l'eau ait plus de chance. Les ballasts ici, ils font en sorte que l'eau ait plus de chance de venir dans le bassin, mais en fait ils filtrent aussi, ils font percoler l'eau. C'est pas comme si on avait un fossé qui arrive tout droit en V et qui en fait concentre l'eau, c'est un ruissellement concentré, et qui nous arrive ici à fond de balle. En fait les cailloux, ils facilitent l'apport de l'eau, mais ils ralentissent aussi, ils filtrent un peu l'eau, enfin, ils filtrent la vitesse de l'eau pour éviter que ça aille trop vite. Alors on a aussi le tuyau qui vient du bassin d'en haut, avec 2 petits tuyaux dedans, qui servent le cas échéant à remettre une pompe si on en a besoin. On le voit vraiment ici, hop là. Et puis on a le dernier bassin. Alors,
Ici, donc là on est vraiment quasiment tout en bas. C'est l'avant-dernier bassin qu'on vient de voir. Et derrière, donc on a le ponton, on a le chemin, avec la dérivation du fossé. Donc à l'extérieur du chemin, quand on n'est pas... Donc à l'extérieur du chemin, c'est-à-dire à l'extérieur du virage, bah, vu que l'eau a une force centrifuge quand même quand elle dévale, on va la faire arriver dans ce gravat-là, qui va arriver dans le bassin. Le bassin, qui a le ponton derrière moi. Ici, on a le trop-plein d'urgence qui lui va, ben, comme par hasard, vers le bassin d'en bas, le dernier bassin qui est là tout derrière. Ce dernier bassin est celui aussi qui reçoit l'apport à coup sûr d'une source. C'est-à-dire que d'autres, ce bassin-ci a un petit apport d'eau qui vient de là-bas. En fait, on a une zone humide qui est là-bas, mais c'est pas hyper clair que c'est vraiment une source continue. Tandis qu'ici, on a une source continue qui se situe juste là. Hop là. Juste, pas facile hein, le truc. Là. Alors ici, on a la source qui permet de faire aller. Donc là, on a encore un vieux muret. Là-dedans, on a un réservoir, une source qui jaillit là-dedans et en fait qui coule de manière permanente juste à côté de là où se trouve mon chien. Et cette source, elle se déverse dans le dernier bassin qui se trouve lui tout en bas là-bas. De ce dernier bassin, on a une pompe, la pompe solaire qu'on voit là, qui fait remonter l'eau tout en haut dans le premier bassin à raison d'environ 10 mètres cubes par jour. Voilà, on a la fin du système. Vous allez voir qu'à chaque... là de nouveau, donc là les cailloux, c'est de nouveau un trop-plein d'urgence qui va se faire ralentir et filtrer, qui va arriver de nouveau vers une sortie par là. Cette sortie par là, elle s'en va hors du site. Il y a encore un chemin ici de dérivation. Et en fait, elle va arriver dans comment dire, le talweg qu'il y a là, dans la vallée. Pour dans la vallée, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la rivière. Et donc pour se jeter dans la rivière.